sûr qu'à un moment donné, il y a une lumière qui va jaillir et qui nous permettra presque de manière naturelle de repenser nos espaces à travers une perspective de développement endogène et qui correspond tout simplement à nos paradigmes. Pour le moment, nous vivons dans un monde qui a été construit et structuré par l'Occident qui nous y a traînés de force et nous nous battons pour y survivre. Notre invité nous chante dans une langue qu'on ne comprend pas, mais que le cœur saisit. Blik Bassi, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonjour, content d'être là. Vous dites souvent que l'Afrique a encore une chance rare, celle de repenser le monde sans avoir à tout détruire. À quoi pourrait ressembler un modèle africain de modernité à la fois enraciné et régénérant? Au vu de la réalité de nos espaces, moi j'ai eu la chance de parcourir un peu l'étendue du territoire et du territoire africain et je me suis rendu compte que nous avons encore la chance d'avoir pas mal de choses qui n'ont pas été détruites, comme c'est le cas en Occident où je vis. Et je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est tout simplement de nous retourner, puisque j'ai l'impression que nous avons tourné le dos à nos ancêtres. Et si on se retourne aujourd'hui vers eux, je pense qu'à travers, au-delà d'un retournement physique organique, si on décide aujourd'hui de faire les rituels et les rites qui nous permettent vraiment de reconnecter nos esprits et nos âmes avec celles de nos ancêtres, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a une lumière qui va jaillir et qui nous permettra presque de manière naturelle de repenser nos espaces à travers une perspective de développement endogène et qui correspond tout simplement à nos paradigmes. Pour le moment, nous vivons dans un monde qui a été construit et structuré par l'Occident qui nous y a traînés de force et nous nous battons pour y survivre. Et pourquoi vous êtes dans cette quête de reconnaissance? Mais parce que je pense qu'il n'y a pas un seul peuple au monde qui a pu s'émanciper complètement déconnecté de son essence première. Et il me semble évident que si on a envie de construire nos espaces, mettre en place un chemin d'émancipation, il faudrait que ce soit connecté avec nous, avec nos traditions, avec notre être, avec tout ce qui vibre, à partir de la substance qui compose chaque espace dans lequel nous vivons. Je pense que c'est essentiel, autrement nous allons presque nous battre à aller vers des choses qui sont évidentes parce que ces choses-là ne correspondent pas à notre perception du développement, notre perception du progrès, et je pense qu'on devrait repenser qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment est-ce que ça résonne, est-ce que c'est construire des bâtiments en dur ou c'est tout simplement repenser la structure physique et qui compose tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est essentiel, autrement on navigue par rapport à la vision des autres, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler du moment où vous avez eu le déclic de faire de cette quête je sais pas, c'est votre mission première, je dirais. Mais je crois que c'est une crise existentielle et identitaire qui est arrivée il y a plus de 10 ans maintenant. Et vous savez, on vit dans des espaces où on se dit, par exemple, moi, dans mon cas, où je me disais Camerounais, être Camerounais, et en fait, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie? En plus, Cameroun, c'est un nom on a été nommé. On ne s'est pas nommé nous-mêmes. Et pour moi, il est important de se nommer soi-même, parce que donner un nom par nous-mêmes correspond à une réalité vue par notre propre perspective. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on décide de rentrer dans un monde et dans une pensée qui provient de l'autre. Et donc, j'étais dans une espèce de crise existentielle et identitaire parce que finalement, moi qui suis né et grandi au Cameroun, où toutes les informations matérielles et immatérielles sont une espèce de fausse copie de la France. Je veux parler par exemple de la construction des maisons, des couleurs, des constructions de routes, de la manière de circuler sur ces routes-là. Tout cela est une perspective occidentale. Pareil, lorsqu'on va regarder nos modèles économiques, éducatifs, culturels, même la Constitution, c'est une copie de la Constitution française. Et en plus, pire, chez nous au Cameroun, l'hymne national est presque une copie de la Marseillaise. Et à partir du moment où on grandit dans un espace comme ça et qu'on se dit Camerounais, je pense qu'on est plus un faux français qu'un Camerounais. Et donc, en me posant ces questions, en me disant qu'est-ce que ça veut dire, où et à quel moment est-ce qu'on aperçoit la camerounité dans toutes ces informations-là, moi, je me suis dit peut-être un tout petit peu, à partir du moment où on a des œillères qui nous permettent de pouvoir la voir, mais sinon de manière globale, on la voit pas. Et moi, j'ai eu la chance de grandir au village, donc de comprendre ma langue, de la parler, et mon imaginaire a été structuré par cette première langue, qui est ma langue natale,
Et donc, j'ai peut-être un peu plus de chance d'avoir un tout petit peu de camerounité, de l'avoir à travers ce prisme-là, que tous les autres, puisqu'on a des jeunes aujourd'hui et n'avons pas la chance qu'à, par exemple, Burundi, où il y a une langue nationale parlée par tout le monde. Ouais. Chez nous, on a plus de 270 différentes langues et comme langue officielle, le français et l'anglais. Donc, il y a aujourd'hui une grosse partie du Cameroun qui ne parle et ne comprend pas les langues locales. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on est toujours camerounais ou on était simplement plus un faux français qu'un camerounais? Mais avant, vous chantiez dans d'autres langues? J'ai jamais chanté. En fait, quand je commençais, avant de rentrer dans un processus de professionnalisation de mon métier, j'ai bien sûr, étant influencé par tous les autres, comme tous les autres, faire le petit américain. Et finalement, je me suis rendu très vite compte que je ne le serai jamais et que de toute façon, j'ai pas intérêt à l'être puisque je proviens d'une nation incroyable. Et donc, du coup, je me suis plutôt mis à chanter exclusivement en langue bassa, qui est non seulement la langue première qui a structuré mon imaginaire, mais surtout parce que pour moi, c'est aussi le langage de vérité en général lorsqu'on parle plusieurs langues. Et quand on a envie de s'exprimer de manière réelle, sans même y penser, c'est la première langue qui sort. Et donc, du coup, pour moi, je me suis dit, j'allais l'utiliser cette langue en plus qui est très peu connue et qui est porteuse d'une mélodicité grâce à ses intonations qui ne sont pas connues par le monde. Et donc, si j'avais quelque chose à proposer au monde, c'était ce que j'avais dans mon sac. Ce que j'avais dans mon sac, c'est ma culture, ce que je suis réellement, mais aussi, pour moi, c'est aussi une démarche politique de dire que dans un pays où on a plus de 270 différentes langues et où les langues les plus parlées officielles sont le français et l'anglais, si on ne fait rien des 10 prochaines années, la majeure partie de ces langues va commencer à disparaître. Donc, chanter en bassa est aussi quelque part une démarche politique. On va parler de Scienceage Music Academy. Ouais. À travers la Scienceage Music Academy, vous souhaitez professionnaliser sans formater, en vous appuyant sur les réalités locales. Pourquoi était-ce vital de partir de la cartographie humaine et non d'un modèle expressif? Parce que après avoir fait plus de 10 ans dans la formation sur le continent africain, je me suis rendu compte que ça fait 30-40 ans qu'on forme et rien n'a changé réellement. Ça veut dire qu'on essaie tout simplement d'appliquer des modèles qui ne correspondent pas à nos réalités, à notre réel et qui proviennent d'ailleurs. Et donc je me suis dit, dans ma recherche de structuration et de compréhension de comment arriver à mettre en place une méthodologie qui corresponde au réel des populations et qui puisse réellement impacter, je me suis dit, avant de donner une formation, il me semble logique de faire d'abord une cartographie, c'est-à-dire aller chercher des informations inhérentes à un espace donné et pouvoir, à base de ces informations, proposer des formations qui puissent donc correspondre de manière concise et précise à la réalité des gens. Mais surtout de se dire que lorsqu'on arrive dans un espace, la consommation de la musique est complètement liée au culturel de gens, à la dimension anthropologique et sociologique, comportementale des gens. Comment est-ce que les gens, quel est leur rendez-vous avec le produit culturel? Donc mon idée était de pouvoir d'abord avoir ces informations et ensuite essayer de créer des formations qui répondent de manière concise à la demande et s'émanciper un peu de tout ce qui est préfet et qui parfois ne correspond pas à nos espaces. Et vous insistez sur l'idée que les artistes sont le premier expert de leur réalité. Que veut dire être expert de soi-même dans un monde où on prime plus les mimétismes? C'est de dire que par exemple, nous, on va venir donner des formations ici, mais je pense que le Burundais connaît mieux le Burundi que moi. Même si je suis moi un expert des questions de la musique, je suis un consultant, même si je maîtrise le métier, mais en fait, il ne s'agit pas seulement de maîtriser le métier, il faut arriver à répondre de manière concise à la demande des populations et donc du coup au réel de l'industrie musicale au Burundi. Et moi, je le connais beaucoup moins que les Burundais, même si ils ne sont pas pour la majeure partie dans une démarche professionnelle, parce qu'en général, c'est un métier où on se retrouve à faire un single et tout de suite, on peut devenir populaire à travers un titre et sans comprendre les rouages et même l'architecture même du métier. Le fait qu'eux, ils vivent et ils soient imprégnés de cette culture, de ce pays,
Moi, c'est tout ce que j'essayais de faire à un moment donné, c'est devenir facilitateur, essayer de changer les lentilles, les œillères qui leur permettent de mieux comprendre la réalité du business et surtout apporter une méthodologie qui pourrait être appliquée à toute leur démarche, c'est-à-dire au-delà de la musique, de dire qu'à partir du moment où tu as une méthodologie qui te permet d'abord de déchiffrer, de te poser la question du why de ce que je fais, en fait, ça, tu peux l'appliquer à la musique, tu peux aussi l'appliquer dans d'autres démarches de ta vie. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter, de dire que les solutions qu'on propose sont des solutions non seulement qu'on va appliquer à la musique, mais qu'on pourrait proposer à d'autres choses aussi. Et depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez déjà identifié quelques besoins qui seraient adaptés aux artistes ici au Burundi? Oui, bien sûr. J'aime à dire que dans un espace donné, lorsqu'on a envie de construire une structure de l'industrie musicale qui tienne la route, il y a certains segments des métiers qui sont importants, notamment par exemple le métier de l'édition. Il n'y a pas d'éditeur ici. Or, l'éditeur est celui qui, comme on aime à le dire, est le manager de l'œuvre, c'est-à-dire celui qui permet en sorte que les auteurs et les compositeurs puissent exploiter leurs œuvres de telle manière que ces dernières puissent produire de la valeur économique. Et si il faut exploiter les œuvres, quels sont les canaux d'exploitation, il faut comprendre tout le système, il faut avoir un carnet d'adresses qui te permet de pouvoir placer tes œuvres auprès des producteurs de l'audiovisuel, du gaming aujourd'hui. Et or, nous appartenons à un continent qui commence à peine à rentrer dans l'écriture de son histoire et donc qui va créer pas mal de contenu pour raconter son histoire. Et si on parle de création de contenu, on parle de musique également. Quelles sont les musiques qui vont accompagner ces contenus? Il y a un marché incroyable. Or, malheureusement, comme les gens ne sont pas formés et ne comprennent pas l'architecture même du métier, ce qui se fait, c'est que ces gens-là se retrouvent tout simplement à oublier tous les segments qui sont ceux qui rapportent le plus de valeur économique. Vous avez parlé des transmissions orales, de cercles de pratique, des traditions initiatiques que nous enseignent ces formes anciennes et sur ce que ça peut être une école. Mais en fait, moi, je me suis toujours posé la question de savoir quelle est notre démarche et quel est notre processus d'enseignement. C'est-à-dire, comment est-ce que, en tant qu'Africain, on va à la rencontre du savoir. Aujourd'hui, on sait que les Occidentaux ont mis en place une méthodologie sur la scolarisation dans laquelle nous sommes tous rentrés et qui est devenue aujourd'hui le modèle unique un peu partout dans le monde où pour apprendre, il te faut un BTS, il faut machin, il faut un tel circuit et tout. Est-ce que ça correspond réellement à ce que nous sommes? Est-ce que c'est vraiment comme ça que nous allons à la rencontre du savoir? Et est-ce que c'est comme ça que nous donnons le savoir? Et comment est-ce que nous transmettons le savoir? On ne sait pas poser ces questions. Et donc, pour moi, il est important aujourd'hui de questionner l'enseignement. Comment est-ce que l'Africain va à la rencontre du savoir? Comment est-ce qu'il le transmet? De manière à ce que ça devienne presque naturel. Et ça veut dire aussi de se poser la question de, dans le savoir qu'on décide de transmettre, quelles sont les informations? Quels sont les éléments qui sont essentiels? Quels sont les éléments de base même? Quelle est la première structure de l'enseignement? À quel âge on commence, etc. On ne s'est jamais posé ces questions-là. On est rentré dans une modélisation à l'occidental qui ne correspond peut-être pas à ce que nous sommes. Et vous faites attention aux fortes dynamiques de l'exclusion du genre. Et pourquoi, pour vous, il est urgent de replacer la femme aux chaînes de la création musicale? C'est la mère du monde, la femme. Et malheureusement, de sociétés patriarcales... C'est quand même bizarre venant d'un homme parce que la plupart du temps, c'est surtout les femmes qui mettent en avant ces sujets. Mais je pense que pour que ça change, il faut que les hommes en prennent conscience de leurs privilèges. Et je sais que moi, en tant qu'homme, je sais que j'ai pas mal de privilèges, contrairement aux femmes, notamment le fait que si tu es une belle femme et que tu vas travailler dans ce domaine, on sait exactement quelles sont les difficultés auxquelles tu peux être confronté, parce que les hommes sont les hommes et on sait bien comment ça se passe. Et pour moi, je me dis, c'est dommage que nous puissions pas avoir une perspective féminine du monde et que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui étant une perspective masculine, je suis curieux de voir et de savoir quelle serait la perspective féminine. Même juste par curiosité de voir à quoi est-ce que ça ressemblerait. Et donc pour moi, il est essentiel de leur donner la place qui est la leur, quoi. Et comment on pourrait amener la perspective des hommes à... Je ne dirais pas à changer, mais à s'améliorer. Ben déjà, par une prise de conscience de nos privilèges, c'est-à-dire de nous rendre compte qu'il y a énormément de choses qu'on nous accorde de manière presque évidente et pas aux femmes. Et que surtout nous, en tant qu'hommes, c'est nous qui avons même mis en place ces systèmes de jugement.
où la femme, on la juge, on voudrait qu'elle soit ceci et soit cela, et que nous ne l'appliquons pas à nous-mêmes. Et donc, pour moi, il est important de pouvoir, en tant qu'homme, aussi prendre la parole dessus et de dire qu'attention, si les femmes ont une place minoritaire aujourd'hui, c'est parce que c'est nous qui l'avons pensé. C'est nous qui avons, en tant qu'hommes, décidé de le faire. Et que si nous voulons que cela change, on va pas leur demander, elles, de changer ce que nous avons mis en place. C'est à nous de le changer. Oui, exactement. On va parler de Malongué. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, vous avez conçu Malongué comme une librairie musicale panafricaine et une reconstitution sensorielle. Et c'est une manière de réinventer la mémoire sonore. Ouais, en fait, je pense que Malongué, qui va être la première librairie digitale africaine, a pour objectif tout simplement de pouvoir, au-delà de permettre aux créateurs de la musique et de l'audiovisuel de se retrouver, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un continent qui est tout simplement au démarrage de la production des récits, qui va lui permettre de se réconcilier avec son histoire. Et pour cela, on aura besoin d'énormément de musique pour accompagner ces récits. Et donc, du coup, venir valoriser un segment du métier de la musique qui, jusqu'à présent, est complètement négligé sur le continent africain. D'une de deux, le fait d'aller donc scanner et valoriser en enregistrant les musiques sacrées. Nous savons bien que dans nos espaces, chaque événement est accompagné de musique. Le fait d'aller enregistrer ces musiques et pouvoir numériser celles qui n'ont pas encore été dans plein de pays et de les valoriser sur la plateforme, cela permet non seulement de pouvoir exploiter et créer de la valeur économique provenant de ces œuvres, mais surtout de jouer quelque part un rôle d'archivage. On sait qu'il y a énormément de choses qui sont en train de disparaître et que nos États jeunes n'ont pas encore compris l'importance de pouvoir sauvegarder et archiver toutes ces créations-là qui demain risquent complètement de disparaître. Et je me suis rendu compte en travaillant avec quelques musées en Occident qu'il y a énormément d'enregistrements qui ont été faits et qui aujourd'hui appartiennent aux producteurs occidentaux qui étaient arrivés dans les années 20 et avaient enregistré certaines musiques traditionnelles. Et aujourd'hui, si tu veux utiliser des musiques anciennes du Cameroun, il faut que tu payes ça à un mec en français qui était venu à l'époque enregistrer cela. Donc, si nous ne faisons pas les choses par nous-mêmes à un moment donné, les autres reviendront et finalement vont nous revendre nos matières premières, quelles qu'elles soient. Et est-ce que vous avez l'impression que vous êtes accompagné ou soutenu dans ce projet? Oui, j'ai la chance de tomber quand même sur quelques profils qui comprennent bien l'importance aujourd'hui de pouvoir sauvegarder notre patrimoine et de dire qu'il n'y a aucune nation qui peut se construire si elle ne sait pas ce qu'elle est, si elle a perdu complètement de son essence. Et donc, oui, je suis entendu et heureusement. Et puis, je profite aussi de mes différentes relations, de mon réseau que j'ai mis en place aujourd'hui grâce à ma carrière pour pouvoir essayer de valoriser tout cela. En quoi l'expérience Malongué qui est prévue en novembre 2025 promet un échange de manière à changer une écoute, de ressentir et transmettre la musique? Alors le festival, nous avons créé au Cameroun un festival qui s'appelle Africa Prodfest. C'est un festival qui a pour objectif de confronter les méthodes de production de la musique de différents acteurs africains, puisqu'on sait que globalement les gens apprennent de manière autodidacte et donc l'idée est de pouvoir les aider à renforcer leurs capacités, leurs compétences à travers un échange de pratiques. Comment est-ce que tu produis, comment est-ce que tu masterises, comment est-ce que tu mixes, comment est-ce que tu compresses, quel logiciel que toi tu utilises. Bref, on ramène une trentaine de producteurs qui pendant une semaine confrontent leurs pratiques d'enregistrement, de mixage, etc. de telle manière que les uns apprennent avec les autres. Nous ramenons aussi des acteurs de la diaspora qui parfois ont des savoir-faire différents et de pouvoir confronter ces différents savoir-faire de telle manière qu'à la fin nous puissions avoir donc des producteurs qui ont des pratiques qui s'améliorent parce que les uns et les autres ont échangé des astuces, mais surtout, comme je l'ai dit, parce que beaucoup d'entre eux apprennent tout seuls. Et l'idée, c'est qu'après cela, ce travail-là, que ces différents producteurs puissent donc produire des contenus qui seront en plus par la suite valorisés par la librairie digitale et pouvoir créer de la valeur économique. Parce que si nous avons des jeunes qui travaillent dans le secteur de la musique, à 20 ans, ça va encore, mais à partir de 25, 26 ans, et lorsqu'on commence à devenir réellement un adulte, un homme, et qu'on a envie de construire une vie de famille, si on n'y a pas l'argent qui rentre, en fait, on change de métier. Le projet Malongué, avec sa résidence artistique afro-futuriste, explore de nouveaux récits visuels et sonores. En quoi l'afrofuturisme est-il un outil de libération pour vous? Alors moi je pense à l'afrofuturisme comme le retour aux sources, parce qu'il n'y a pas de futur sans structure de base solide. Et donc pour moi l'afrofuturisme en fait c'est
le retour aux sources, mais de manière funky, de manière sexy, puisqu'on a une génération aujourd'hui qui a envie d'embrasser une histoire qui lui paraît jolie, belle, et on voit bien que le rêve américain et les États-Unis dont tout le monde parle a été construit parce que les mecs ont pensé à un storytelling au centre de la construction de leur pays. Ils ont dit comment est-ce qu'on raconte des histoires belles pour créer des imaginaires galvanisants, inspirants. Et donc, pour moi, il est hyper important de penser l'afrofuturisme comme un parcours qui permet de reconnecter de manière heureuse, de manière joyeuse à nos traditions, les embrasser et finalement se dire que porter nos cheveux même c'est quelque chose de génial parce que nos cheveux sont connectés avec l'univers. Nous sommes quand même le prototype de l'humain sur la Terre et comment est-ce qu'on le rappelle aux gens? C'est à travers de storytelling galvanisant, inspirant et qui donne envie de pouvoir se targuer d'appartenir à ce continent. Vous êtes un artiste pluridisciplinaire, on peut le dire. Vous naviguez entre musique, écriture, pédagogie, production. Et où commence, je peux demander où commence et où finit votre métier s'il y en a un? En fait, moi, je me pense comme un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est porté par une perspective, une philosophie de vie qu'il doit assumer tous les jours à travers donc une démarche au quotidien qui me rappelle l'importance de vivre ma singularité. Nous sommes singuliers, nous sommes uniques, chacun de nous malheureusement. Nous vivons dans des sociétés standardisées qui voudraient qu'on s'émancipe un peu du fait que nous soyons uniques, du fait que nous ayons un ressenti unique des choses. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est réellement de pouvoir le revivre, rentrer dans ce parcours de liberté, parce que pour moi, vivre sa singularité réellement, c'est être libre. Or, nous savons que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est très difficile d'être libre. Et pour moi, il est essentiel donc de vivre tout cela et de pouvoir donc l'exprimer à travers différents médiums. Et donc, du coup, je me considère juste comme un artiste qui exprime sa perspective à travers les différents médiums qui peuvent être la musique, l'écriture, le cinéma aussi que je fais, les arts visuels que je fais également. Bref, j'utilise ces différents médiums pour exprimer tout simplement la perspective qui m'anime. Vous dites que la musique, pour vous, répare une fracture. À quoi ressemble cette fracture aujourd'hui et la ressentez-vous encore aujourd'hui? Je pense que la musique a la chance de pouvoir parfois rentrer par effraction dans les cœurs, dans les cerveaux pour installer des informations. Et en cela, je pense qu'on devrait pouvoir l'utiliser pour pouvoir préparer des gens au changement, mais également à pouvoir réconcilier même les âmes les plus butées, les plus en colère, à travers la possibilité de mettre en place des prédispositions à l'échange, à l'écoute, à travers la poésie qui permet de sublimer même les choses les plus difficiles. Donc, je pense que la chance qu'on a avec cet art, et comme avec les autres arts d'ailleurs, c'est de pouvoir à chaque fois être un médium de réconciliation, de création du vivre ensemble. Et pour cela, je pense que malheureusement, on n'utilise pas assez de manière consciente, je voudrais dire, la force de ces différents médiums de réconciliation. J'ai quand même une question à vous poser par rapport à votre façon de chanter. On ne comprend pas exactement ce que vous chantez, parce que vous chantez en bassa. Oui, c'est ça. On ne comprend pas exactement ce que vous chantez, mais on peut comprendre, on peut directement entendre une beauté dans la façon dont vous chantez. Est-ce qu'il y a une certaine douleur que vous avez vécue, que vous transmettez à chaque fois, dont vous vous servez à chaque fois dans vos chansons? Déjà, pour arriver à ce résultat, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé mon songwriting, qui était d'essayer de mettre au centre de la diffusion de la vibration que je porte, l'émotion, puisque c'est la langue internationale, l'émotion c'est la langue universelle, et donc mais aussi dans l'écriture des différentes mélodies que je mets en place, c'est de voir comment est-ce que je laisse une place essentielle à l'émotion, à l'émotion, parce que effectivement l'objectif pour chacune des chansons que j'écris, c'est de m'adresser au cœur de l'humain. Et pour pouvoir parler le langage des cœurs, il faut qu'à un moment donné, je laisse mon cœur s'exprimer et ma bouche ne fait que
résonner, ne fait tout simplement résonner les différents sons qui proviennent de mon cœur. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir revenir à cette étape qui malheureusement a été oubliée par l'humain, puisque nous nous sommes portés tout simplement, nous ne donnons de l'importance qu'aux choses qui font du bruit ou celles qui sont vues de manière évidente, et nous oublions toute la partie vibration, immatérialité, qui elle en fait, au-delà de pouvoir être plus importante, plus forte encore, est aux prémices de toute réalisation. Tout ce que nous figeons commence par une pensée, commence par une imagination. Ouais. Tout part de l'immatériel avant de se matérialiser. Et pour moi, c'est essentiel de le ramener dans la musique, parce qu'on le retrouve plus dans l'art visuel que dans la musique, puisque souvent dans l'art visuel, on peut avoir un trait. Et ce trait-là, parce que la dimension immatérielle de ce trait est tellement puissante que finalement, ce trait-là, on le vend à des millions d'euros, parce que derrière, cette dimension immatérielle est tellement puissante, quoi. Ouais. Pour vous, est-ce que la scène, c'est un lieu d'expression ou bien c'est un lieu d'éveil politique ou de réconciliation? Pour moi, la scène, c'est un espace de sincérité. C'est-à-dire, lorsque je monte sur scène, je me retrouve dans un espace comme à l'époque de nos ancêtres, où on est sommé de dire la vérité, où on est sommé de se mettre à nu, de se dévoiler et d'exprimer un langage de sincérité envers les nôtres. C'est réellement comme ça que je considère la scène. Est-ce qu'il y a une chanson, il y a un de vos titres qui vous bouleverse à chaque fois que vous l'interprétez? Oui, notamment une chanson qui s'appelle Nguyi, qui veut dire en langue bassa l'ignorance. Okay. Et en fait, dans ce titre-là, je parle de la responsabilité qui est la nôtre. En fait, je commence par décrire toutes les scènes de douleur qu'ont vécu ceux qui sont battus pour nos indépendances, ceux qui ont résisté à l'impérialisme, à la colonisation, et à qui finalement nous avons tourné le dos, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, que malheureusement nous vivons le dos tourné à nos résistants, à ceux qui ont participé à la création des espaces que nous occupons aujourd'hui, et que c'est dingue que nous n'ayons pas fait une minute de silence dans tout le continent, où on décide un jour que toute l'Afrique fait une minute de silence en mémoire de Oumiobe, de Sankara, de Lumumba, etc. Et je trouve que c'est quand même, on ne peut pas ensuite venir et penser construire et vivre dans tous ces espaces de manière paisible. Et j'ai l'impression que tous nos différents espaces, tant que nous n'allons pas faire ce travail-là, seront toujours hantés par ces esprits en attente de transition et qui attendent tout simplement que nous puissions les aider à transitionner et à devenir nos anges gardiens. Et c'est un peu ce que je raconte dans ce titre qui me bouleverse à chaque fois. Et vous parlez à chaque fois des histoires du passé dans vos titres. Et si aujourd'hui vous devriez parler à l'avenir, quel serait le message? En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je parle du passé, je parle de l'avenir, puisque l'avenir ne se construit qu'à partir du passé. Et je rappelle l'importance de construire une structure solide, une architecture qui correspond à ce que nous sommes. Parce que parler du futur, c'est préparer. Parler du futur, en fait, se prépare au présent. Ça veut dire, tant que nous n'avons pas construit des digues, tant que nous n'avons pas mis en place une structure qui danse avec l'humanité, qui danse avec la nature, nous n'avons pas de futur qui existe. Et donc, parler de ça, parler de l'importance, de l'urgence de créer des structures qui dansent avec la nature, et finalement parler de futur. Et pour finir, si vous deviez choisir une seule chose à transmettre à un artiste burundais, un mot, une sensation, un outil pour le long voyage qu'il attend, ça serait quoi? D'être lui-même, de se trouver et d'être sincère, d'accepter l'humain qu'il est. Ça serait vraiment impossible pour moi de vous relâcher sans nous faire un acapella, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne pourront pas assister à votre concert que vous allez donner ici au Burundi. Est-ce que c'est possible d'avoir un acapella d'un des titres que vous avez? Malheureusement, c'est difficile parce que j'ai des rituels avant de chanter. Oh là là. Et que, comme je ne savais pas que ça allait être demandé ce matin, j'ai pas fait mon rituel. Et pour le public que je respecte énormément, je tiens à chaque fois pouvoir
me préparer, rentrer dans des conditions qui me permettent de pouvoir leur donner ce qu'ils méritent. Et je pense que chanter est un art noble et que malheureusement aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et moi j'essaye de respecter cela. J'invite quand même tous ceux-là qui peuvent encore, s'il y a encore des places, à pouvoir être là demain, et je pense qu'ils ne le regretteront pas. J'espère qu'ils pourront avoir le billet. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange. Merci aussi d'avoir partagé votre lumière. J'espère qu'il va rester en train de rayonner assez longtemps. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. On se dit à la prochaine. À bientôt. Le livre parle de la maladie, mais tu peux le diriger vers un autre défi, n'importe lequel, défi de vie. Donc, une personne qui traverse quelque chose de difficile, tu dois avoir une personne de confiance qui va t'aider, qui va te prendre la main et t'aider à avancer.